Bonjour, je suis Sarafina. Mon fils a appelé le 911 la veille de Noël, non pas pour demander de l'aide, mais pour commander une pizza géante au pepperoni. Il avait 8 ans, il était seul, chez ma sœur. L'opérateur a failli raccrocher jusqu'à ce qu'il murmure, elle a dit, les anges sans elle ne peuvent pas s'enfuir. C'est à ce moment-là que la police a été glacée. Ils sont entrés, et ce qu'ils ont trouvé les a pétrifiés. J'étais à des centaines de kilomètres de là, pensant qu'il était en sécurité. Mais j'avais tort. Ils n'ont pas seulement volé ma confiance. Ils ont essayé de le briser, et quand il a dit la vérité, ils ont essayé de le faire taire. Mais cette fois, le monde a écouté. Avant de nous plonger dans l'histoire, à quelle heure écoutez-vous ceci? Et où êtes-vous? Laissez un commentaire ci-dessous pour me le dire. L'auriez-vous cru ou auriez-vous qualifié cela d'imagination d'enfant? L'odeur d'antiseptique flottait dans l'air alors que je m'appuyais contre le poste des infirmières, le pouce planant au-dessus de l'écran de mon téléphone. J'essayais de joindre Lucas sur FaceTime depuis un quart d'heure. Pas de réponse, encore une fois. J'ai vérifié l'horloge au-dessus de l'armoire à fournitures, 20h40, la veille de Noël. La neige s'accumulait dehors, contre les fenêtres de l'hôpital, épaisse et aveuglante. Les urgences avaient été débordées pendant la majeure partie de l'après-midi, mais maintenant, c'était d'un calme inquiétant. J'aurais dû être en train de lire le Pôle Express à mon fils au coin du feu, et non pas à noter des perfusions intraveineuses pour ma 5e garde de 12 heures d'affilée. J'ai essayé le téléphone de Sarafène. Directement sur la messagerie vocale, encore. Elle savait à quel point cela comptait pour Lucas son premier Noël depuis qu'il avait commencé à dessiner des petits Pères Noël en juillet. Je l'avais supplié de le laisser rester avec elle ce week-end, ma sœur aînée, celle qui rappelait à tout le monde qu'elle dirigeait le ministère des femmes de l'Église. Elle avait dit oui, à contre-cœur. Apparemment, je lui étais redevable. Je le garderai pour la nuit, avait-elle dit, sa voix sèche. Mais tu devrais savoir, Sarafina, que Noël n'est pas vraiment pour les enfants sans père. C'est une question de Dieu, pas de fantaisie. Je me souvenais de ces mots maintenant, comme une écharpe que je pensais avoir retirée il y a des années, mais que je sentais encore lorsque je bougeais d'une certaine manière. Puis mon téléphone a vibré. Un appel, pas de Sarafène. C'était Léon, un vieil ami du lycée qui travaillait maintenant pour le bureau du shérif du comté. Sarafina, dit-il, sans salutation, juste de l'urgence dans sa voix. Ton fils vient d'appeler le 911. Mes genoux se sont légèrement dérobés, et je me suis agrippé au bord du comptoir. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Lucas? Où est-il? Toujours chez ta sœur. Mais écoute, ce n'était pas une farce. Nous avons reçu l'appel. L'opérateur nous l'a transmis à cause de ce qu'il a dit. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. J'ai juste écouté pendant que Léon lisait la transcription. Ça commençait doucement, à peine audible. Je ne sais pas si je suis censé appeler, mais ma maman a faim, avait murmuré Lucas. Elle a peur. Où est ta maman? A demandé l'opérateur. Elle n'a pas pu venir. Elle est au travail. Je voulais juste aider. Puis le silence, juste sa respiration. Ils ont essayé de le garder en ligne, mais il était devenu silencieux. Nous avons envoyé une unité sur place. Personne n'a répondu à la porte, a dit Léon. Alors ils sont entrés. Sarafina, ce n'est pas bon. L'agente Mara et l'agent Daniel se tenaient sur le seuil de la maison coloniale soignée de 2 étages de Sarafène. La neige recouvrait les arbustes à l'extérieur. La maison avait l'air paisible. Les lumières étaient allumées. Une couronne de Noël sur la porte d'entrée. Mais aucun adulte n'est venu quand ils ont frappé encore et encore. Centrale, nous forçons l'entrée. Aucune réponse. Enfant possiblement seul à l'intérieur. La porte a cédé d'un coup d'épaule. L'intérieur était calme, froid. Le chauffage ne fonctionnait pas, mais le four était allumé, sa porte légèrement entr'ouverte comme si quelqu'un l'utilisait pour se chauffer. Le salon était intact, mais en entrant dans la cuisine, ils l'ont vu. Lucas était assis sur le sol carrelé, les genoux contre sa poitrine, 2 serviettes enroulées autour de sa petite silhouette. Ses cheveux étaient un peu humides. À côté de lui se trouvait une serviette en papier froissé. Sur ses genoux, un dessin. L'odeur de vieille nourriture, de vaisselle sale et de quelque chose d'âcre, de métallique, flottait dans l'air. L'agent Daniel s'est accroupi doucement. « Eh, mon grand.
Je suis l'agent Daniels. Ça va? Lucas a cligné des yeux lentement. Vous apportez la pizza? Non, a dit doucement Daniels. Mais nous sommes là pour t'aider. Où est ta tante? Lucas a regardé vers la porte arrière. Elle a dit que je parlais trop. Puis elle est partie. Elle a dit qu'elle allait à l'église. C'était, je ne sais pas, il y a longtemps. Depuis combien de temps, mon cœur, a demandé l'agente Mara. Lucas s'est essuyé le nez avec sa manche. 3 dodos, je crois. Il y a eu un déclic derrière eux. Une porte de salle de bain. Verrouillée de l'extérieur. Un verrou apparent avait été glissé. Daniels l'a noté en silence. Le réfrigérateur était presque vide, un gallon de lait périmé, du ketchup. Aucune trace de repas. La vaisselle s'entassait, de la soupe froide dans l'évier. La bouche de chauffage au sol avait été bloquée par une chaise. Puis Mara a remarqué la serviette en papier. Lucas a essayé de la glisser dans sa poche, mais elle a demandé gentiment, « Je peux voir ce que tu dessinais ?» Il a hésité, puis l'a tendu. C'était un dessin d'enfant, une tranche de pizza géante avec une minuscule silhouette en bâton à côté, légendée en majuscule, « Maman ». La silhouette était recroquevillée, allongée. Daniels a dégluti. « On va appeler ta maman, d'accord ?» Lucas a levé les yeux. Elle n'a pas mangé non plus. Je voulais lui prendre une pizza à elle aussi. Mara l'a enveloppée dans une couverture de secours douce. Lucas a serré la serviette en papier et y a enfoui son visage. Daniels est sorti vers la voiture de patrouille pour le signaler. Négligence possible. Aucun tuteur présent. Maison froide. Nourriture insuffisante. Mineur trouvé seul, estimation de plus de 48 heures. Puis il a composé le numéro que Léon lui avait donné. Mon numéro. Madame, dit-il dès que j'ai décroché, votre fils est en sécurité, mais vous voudrez savoir ce qu'il a dessiné. Mon manteau était à moitié enfilé avant que je termine l'appel. J'ai couru à travers les urgences comme si j'étais celle qui saignait. Pas le temps d'expliquer. L'infirmière en chef a crié derrière moi, mais j'ai juste fait un grand geste de la main, les clés déjà dans ma main. Dehors, la neige me mordait les joues. Le froid ne m'a pas atteinte. Je me suis glissé dans ma voiture et j'ai regardé à travers le pare-brise givré. Cette serviette en papier. Ce dessin. Mon fils n'avait pas appelé à l'aide pour lui-même. Il essayait de me nourrir. J'ai mis le contact. Je pensais que mon fils était en sécurité, ai-je murmuré, la voix tremblante. Il a fallu une serviette en papier pour révéler la vérité que j'aurais dû voir venir. Je n'avais même pas enlevé mon badge en arrivant au poste. Ma blouse d'hôpital était encore à moitié zippée sur ma tenue de travail, humide de neige fondue. J'ai franchi les portes d'entrée en courant comme quelqu'un qui court après sa dernière chance, pas son enfant, mais peut-être que d'une certaine manière, c'étaient les deux. Lucas dormait dans un coin de la salle d'attente, recroquevillé sur un banc en plastique. Une couverture bleu marine avec l'emblème du poste était drapée sur lui, et dans une de ses petites mains se trouvait cette même serviette en papier, maintenant froissée, mais serrée comme quelque chose de sacré. Je me suis accroupi à côté de lui, écartant quelques boucles de sa joue. Son visage semblait calme, mais ses doigts tressautaient. Je reconnaîtrais ce tressaillement n'importe où. C'était celui qu'il avait pendant ses cauchemars, ceux dont il ne parlait pas, ceux dont je n'avais pas réalisé qu'ils avaient des noms jusqu'à ce soir. L'agente Mara s'est approchée doucement. Il ne voulait pas dormir sans garder la serviette avec lui, dit-elle à voix basse. Nous avons essayé de la prendre juste pour rechercher des empreintes digitales. Il a pleuré. J'ai hoché lentement la tête. Où est ma sœur? Elle est en interrogatoire, elle aussi. Elle est calme. Bien sûr, qu'elle l'était. Le couloir était sombre, les néons au plafond vacillaient un peu à cause du câblage ancien, ou peut-être juste à cause de ce genre de froid qui s'insinue dans les endroits que les gens essaient d'ignorer. À travers la vitre sans teint, j'ai vu Sarafen assise comme si elle avait été invitée pour un café, et non accusée d'avoir abandonné son neveu. Les bras croisés, les jambes soigneusement pliées, un de ces sourires minces de femme d'église fixé sur son visage. Quand je suis entré, elle m'a regardé de haut en bas et a légèrement incliné la tête. Sarafina, dit-elle calmement. Tu as l'air fatiguée. Je ne me suis pas assise. Dis-moi ce qui s'est passé. Elle a soupiré comme si je faisais des difficultés. J'avais une retraite, quelques femmes de l'église.
J'ai dit à Lucas que je reviendrais plus tard dans la soirée. Il était désobéissant, il criait quand je lui disais d'aller au lit. Je pensais que quelques heures de silence pourraient l'aider. 2 jours, Sarafen. Ce n'est pas vrai, dit-elle, sa voix toujours mesurée. Je lui ai laissé de la nourriture. Je lui ai dit de rester à l'intérieur. J'en avais parfaitement le droit. Tu m'as donné la permission de le discipliner. Tu veux dire quand je t'ai demandé s'il pouvait rester une nuit pendant que j'étais de garde? Ce n'est pas une permission de disparaître. Ses doigts se sont resserrés sur le bord de la table, juste un peu. Tu as toujours mal compris les limites. Ce garçon a besoin de structure, pas de ton cœur trop tendre. On a frappé, et l'agent Daniel s'est entré avec une petite tablette à la main. Mademoiselle Sarafina, vous avez demandé des éclaircissements. Nous avons des enregistrements horodatés du quartier de Madame Sarafen. Il a tapoté l'écran. On y voyait le SUV de Sarafen sortir de son allée à 18h32, il y a 2 soirs. Les extraits suivants provenaient d'une caméra installée sur l'épicerie du coin, de l'autre côté de la rue. Sa voiture n'est pas revenue, pas une seule fois. Je me suis garé plus loin dans la rue, a-t-elle proposé, les yeux plissés. Daniels n'a pas répondu. À la place, il a lancé le dernier extrait, une vue de sa maison depuis l'autre côté de la rue. Les lumières sont restées éteintes. Aucun mouvement. Aucune ombre aux fenêtres. Tu n'étais pas à la maison, Sarafen, ai-je dit d'un ton sec. Il était seul. J'ai prié pour lui. Pour toi? C'est ce que tu ne comprends jamais. Parfois, la discipline exige l'absence. C'est ce qu'enseigne le pasteur Elia, dit-elle, sa voix devenant tranchante comme du verre cassant. Les enfants ont besoin de silence. Les enfants ont besoin de nourriture, ai-je répliqué vivement. Ils ont besoin de chaleur. Ils ont besoin que quelqu'un réponde quand ils ont peur. Ils ont besoin de salut. N'ose pas enrober ce que tu as fait dans les Écritures. Silence. Puis elle a souri de nouveau. Lucas était en sécurité. La voix de Mara derrière moi était plus basse cette fois. Madame, cela relève de la mise en danger d'enfants. Vous ne pouvez pas abandonner un mineur pour jeûner et prier. La loi ne fonctionne pas comme ça. Sarafen n'a pas scié. En dehors de la salle, je me suis assise sur le banc juste en face de Lucas à nouveau. Il était à moitié réveillé maintenant, ses yeux vitreux mais calmes. Sur ses genoux se trouvait une autre serviette en papier. Il n'a rien dit, il me l'a juste tendu. C'était un croquis, un grand bâtiment, pointu au sommet comme l'église près de chez Sarafen, mais il n'y avait pas de porte, juste des briques et des vitraux. En dessous, griffonné au crayon vert, il y avait 5 mots, « Maman », j'ai essayé de trouver la clé. Je l'ai regardé fixement pendant un long moment. Non pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je comprenais. Il ne parlait pas seulement d'une porte physique. Un peu plus tard, j'ai trouvé Sarafen dans le couloir, flanqué de 2 agents mais calmes comme toujours. Je l'ai arrêté juste avant les ascenseurs. Tu l'as enfermé. Puis tu es parti pour te sentir sainte. Elle a incliné la tête, le menton haut. Il avait besoin de calme. Et toi aussi. C'est peut-être ça, ton problème. Je me suis penché, baissant la voix. Si jamais tu fais taire mon fils à nouveau, Sarafen, je ne me tairai pas non plus. Cela a finalement fait craquer son visage. Juste une lueur, une microseconde de quelque chose de cassant derrière les yeux. Puis elle s'est détournée sans un mot de plus. De retour à l'intérieur, Lucas a bougé, m'a regardé avec un murmure endormi. Elle a dit que si je t'appelais, Noël disparaîtrait. Je me suis penché vers lui, lui caressant la main. Noël ne disparaît pas, chérie, ai-je dit doucement. Mais certaines personnes, si. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas la première fois que Sarafen essayait d'effacer les parties de ma vie qu'elle n'approuvait pas. C'était juste la première fois qu'elle laissait des preuves derrière elle. 2 jours passèrent. La neige recouvrait encore tout, pressée épaisse contre les fenêtres, réduisant le monde au silence comme une respiration retenue. À l'intérieur, notre maison était chaude, mais d'une chaleur qui portait une tension. Lucas dormait plus, et pas seulement par épuisement. C'était ce genre de sommeil profond qui vient quand votre corps croit enfin qu'il est en sécurité, ne serait-ce que pour un petit moment. J'avais pris rendez-vous avec la docteure Allen, notre pédiatre de longue date. Elle était une de ces présences calmes qui ne se pressaient jamais,
le genre de femme qui était restée à Albany même lorsque de meilleures offres se présentaient. La salle d'examen sentait le coton et le savon. Lucas était assis tranquillement sur la table d'examen, les jambes se balançant. Sa chemise s'est soulevée juste assez quand il a tendu la main vers la mienne, et c'est là que la docteure Allen s'est arrêtée. Ces marques, dit-elle doucement, ne proviennent pas d'une chute. J'ai dégluti difficilement. Sont-ce des brûlures? Superficielles, dit-elle avec précaution. Mais assez pour piquer. Son dos montre des signes d'exposition à une forte chaleur. Peut-être un chauffage d'appoint trop proche. Peut-être a-t-il été gardé dans une pièce sans ventilation. Je me suis tourné vers lui. Lucas, faisait-il froid chez tante Sarafen? Il ne m'a pas regardé. Il a juste secoué la tête une fois, à peine. Il faisait trop chaud, a-t-il marmonné. Beaucoup trop chaud. Je nous ai ramenés à la maison en silence, agrippant le volant plus fort que nécessaire. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, Lucas s'était déjà assoupi à nouveau sur la banquette arrière. Je l'ai soulevé doucement, l'ai porté à l'intérieur et l'ai allongé sur le canapé avec une couverture. Pendant qu'il dormait, j'ai commencé à trier son sac de sport, des chaussettes sales, un crayon cassé, un croquis froissé d'une église aux fenêtres barricadées. Au fond, une vieille boîte à chaussures Nike. J'ai soulevé le couvercle, et elle était là. Collée en dessous, à peine visible, se trouvait une minuscule clé USB bleue. L'étiquette ne disait rien, mais le ruban adhésif qui la maintenait en place avait été gribouillé au marqueur noir, ne le dis pas. Je l'ai branché sur mon ordinateur portable dans la cuisine et j'ai cliqué. Il y avait 6 fichiers audio. Le premier s'est ouvert avec des parasites puis un murmure à sa voix. Si j'enregistre, peut-être que quelqu'un me croira. Tati a dit de ne pas pleurer parce que seuls les bébés pleurent, mais il fait trop chaud, et maman me manque. Le deuxième a commencé au milieu d'une conversation, la voix de Sarafen froide et ferme. Tu vas faire sortir le diable par la sueur, Lucas. Le feu purifie. Tu prieras jusqu'à ce que le mal fonde. Je ne pouvais plus bouger. Le four bourdonnait derrière moi, mais j'avais l'impression que la seule chaleur dans la maison montait maintenant de ma propre peau. Le troisième enregistrement n'était que Lucas pleurant doucement, puis une pause, puis lui murmurant « J'ai essayé d'être sage. J'ai vraiment essayé. J'ai arrêté de respirer. » Le quatrième enregistrement était plus court. La voix de Sarafen à nouveau, plus basse cette fois. C'est ce que ta mère n'a jamais compris. Le silence rend les hommes forts, et le feu fait les saints. Le dernier. C'était juste une respiration, faible, tremblante. Puis le son de quelque chose qui cliquait et une porte qui se verrouille. Puis une longue pause. J'ai compté jusqu'à 100, a murmuré Lucas, à peine audible. J'ai compté jusqu'à ce que j'oublie ce qui venait après. J'ai cliqué sur pause. Mes mains tremblaient. Un flash de mémoire aiguë m'a traversé, le croquis de Lucas, l'église sans porte. Il n'avait pas seulement dessiné des bâtiments. Il essayait de dire quelque chose que je n'avais pas vu. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis levé. Ma respiration était courte. Chaque partie de moi me faisait mal, j'avais envie de crier, de déchirer quelque chose, d'exiger des réponses d'un monde qui laissait cela se produire. Mais il n'y avait personne sur qui crier, juste moi. Une cuisine pleine de silence et un enfant endormi sur le canapé qui avait compté jusqu'à l'oubli. Je suis sorti pieds nus dans la neige. Le froid m'a frappé comme une gifle, mais je n'ai pas bougé, je n'ai pas tressailli, je l'ai laissé me mordre. Ma voisine, Madame Elkin, m'a repéré de l'autre côté de la rue. Elle s'est approchée lentement, ses bottes craquant dans la neige, me tendant une paire des miennes que j'avais dû laisser sur le porche la veille. Ça va, ma chérie? J'ai hoché la tête, mais ça n'allait pas, non. Mais ça ira. Je sais ce que je dois faire. Cette nuit-là, après que Lucas fut blotti dans son lit, je suis retourné à la cuisine. J'ai téléchargé chaque enregistrement sur un disque de sauvegarde et j'ai imprimé une transcription de chacun. J'ai vérifié 2 fois. Je savais qu'il ne croirait pas l'émotion, mais il ne pouvait pas ignorer les horodatages, sa voix, les preuves. J'ai mis la clé USB dans un sac Ziploc, l'ai étiqueté avec la date. Puis je me suis assise à la table de la salle à manger et j'ai fixé le vide pendant un long moment. Finalement, je me suis murmuré à moi-même, « Tu penses que c'est fini, Sarafen ? Tu ne m'as même pas encore entendu parler. » Et puis je suis allé directement au service de protection de l'enfance avec une clé USB qui pouvait réduire sa fausse auréole en cendres.
Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Même après avoir sauvegardé les fichiers et imprimé les transcriptions, je me réveillais toutes les heures, mon esprit tournant en boucle sur la même question, et s'il ne me croit pas? Le matin venu, j'ai enfilé ce que j'avais de plus sobre, un pull bleu marine, un jean, et le genre de manteau qui disait que je n'avais rien à cacher. Je me suis assuré que Lucas avait son petit déjeuner, je lui ai préparé quelques collations, et j'ai demandé à ma voisine, Gwen, si elle pouvait rester avec lui pendant quelques heures. Elle n'a pas hésité. Puis je suis parti. La neige crissait sous mes bottes avec la même finalité froide que je sentais dans ma poitrine. Je tenais fermement l'enveloppe Kraft dans une main, la clé USB dans l'autre, comme si je portais quelque chose de radioactif, car d'une certaine manière, c'était le cas. Dans le bâtiment des services de protection de l'enfance, le hall était stérile. Sol en carrelage pâle, chaise délavée, une fausse plante dans le coin faisant de son mieux pour paraître vivante. La femme à l'accueil a levé les yeux avec une expression neutre. Je ne lui ai pas laissé le temps de demander pourquoi j'étais là. J'ai des preuves de mise en danger prolongée d'un enfant, ai-je dit, d'une voix directe et plate. Cela l'a fait cligner des yeux. Elle m'a demandé d'attendre un moment et a disparu par une porte latérale. Quelques minutes plus tard, une travailleuse sociale s'est présentée, Madame d'ailleurs, la cinquantaine, une coupe au carré impeccable, et aucune trace de frivolité dans son langage corporel. Elle m'a conduite dans un bureau privé sans un mot. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre. La pièce sentait légèrement le café brûlé et le produit à polir les sols. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai fait glisser la transcription sur la table. Puis, j'ai posé la clé USB à côté. Je ne porte pas d'accusation, ai-je dit. Je soumets des preuves. Elle n'a pas scié, n'a pas demandé de résumé. Elle a simplement inséré la clé USB dans son ordinateur portable et a ouvert le dossier intitulé « Ne le dis pas ». Le silence dans la pièce s'est alourdi alors que la petite voix de Lucas sortait du haut-parleur, décrivant la pièce verrouillée, la chaleur suffocante. Puis la voix de Sarafen, glaciale et assurée, a retenti. « Tu vas faire sortir le diable par la sueur. Tu prieras jusqu'à t'évanouir. » Madame d'ailleurs a mis l'enregistrement en pause. Son visage n'a pas changé, mais sa mâchoire s'est légèrement crispée. Elle a tapé quelques touches puis m'a regardé. Nous avons eu des appels antérieurs concernant ce foyer, dit-elle doucement. Mais rien n'a abouti jusqu'à maintenant. J'ai eu le souffle coupé. Qu'est-il arrivé aux autres appels, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu tout de suite, fixant juste l'écran de l'ordinateur portable comme s'il pouvait lui offrir une excuse. Plus tard dans la soirée, j'étais de retour à la maison. Lucas s'était endormi sur le canapé avec une bande dessinée à moitié lui posée sur sa poitrine. J'étais assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, toutes les lumières éteintes sauf celle au-dessus de l'évier. Je suis retourné sur les liens de la ligne d'assistance, j'ai trouvé le formulaire pour demander des dossiers publics, et après avoir vérifié mon lien avec l'affaire, un ancien rapport est apparu dans ma boîte de réception. Il était fortement caviardé, mais les mots qui restaient m'ont retourné l'estomac. Il y a un garçon souvent enfermé. Le chauffage est toujours allumé. Elle dit que c'est pour le guérir. Mes mains tremblaient légèrement alors que je cliquais sur le fichier audio joint. C'était la voix d'une femme, basse et urgente. S'il vous plaît, ce n'est qu'un gamin. Puis, faiblement en arrière-plan, une autre voix masculine, calme, presque amusée. Sarah, tes prières sont encore fortes. Mes doigts planaient au-dessus du bouton de pause. J'ai cliqué sur la balise de localisation intégrée dans le fichier. L'adresse correspondait à l'annuaire d'une petite église rurale à 20 minutes d'Albany. Mon estomac s'est noué. J'ai commencé à fouiller dans de vieux bulletins, des blogs locaux, des registres d'églises. C'est là que j'ai vu le nom, Pasteur Michael Dicey. Il avait écrit des articles sur la responsabilité morale et la protection des siens. Un blog louait son engagement à protéger sa famille de persécutions imméritées. Ma poitrine me brûlait. J'ai creusé plus profondément. Il s'est avéré qu'il était le cousin de Sarafen. Il était également répertorié comme le premier point de contact pour les préoccupations communautaires dans 3 cas de SPE classés sans suite liés à sa paroisse. Voilà donc comment cela était resté caché. Non pas parce que personne n'avait parlé, mais parce que la mauvaise personne était toujours celle qui écoutait. J'ai fermé mon ordinateur portable, soudainement nauséeuse. Les papiers que j'avais imprimés étaient toujours sur le sol à côté de moi, éparpillés là où je les avais laissés tomber plus tôt. Lucas est entré en se frottant les yeux, puis a baissé les yeux sur le papier avec le nom de l'église imprimé en haut.
Son visage a pâli. C'est l'homme, a-t-il murmuré. C'est l'homme qui m'a dit que j'étais cassé. Je l'ai serré dans mes bras, le tenant près de moi. Alors, nous briserons leur silence à la place, ai-je murmuré dans ses cheveux. Quand il s'est rendormi, j'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru mes contacts. Il y avait un nom que je n'avais pas contacté depuis des années, Jessica Monroe, une journaliste qui avait autrefois couvert un scandale majeur impliquant un bureau des SPE et une organisation caritative confessionnelle. Elle avait toujours eu un faible pour les histoires que personne ne voulait toucher. J'ai appelé. Quand elle a répondu, j'ai sauté les politesses. Jessica, j'ai quelque chose. Des fichiers, des transcriptions, de l'audio, et une église qui protège les siens. Il y eut une longue pause de son côté. Par où commençons-nous, a-t-elle demandé. J'ai pris une profonde inspiration. Cette histoire ne me concerne pas seulement moi, ai-je dit. Elle concerne tous les enfants à qui on a dit de se taire. J'ai cliqué sur envoyer sur l'email avec toutes les pièces jointes. En regardant la barre de progression se remplir, j'ai pensé, peut-être que cette fois, le feu ne nous brûlera pas. Peut-être que cette fois, il éclairera la vérité. Et juste au moment où je pensais que les choses tourneraient en notre faveur, une citation à comparaître est arrivée avec mon nom dessus, pas le sien. Le ciel était encore meurtri d'un gris hivernal quand j'ai entendu frapper. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que c'était peut-être à nouveau Madame d'ailleurs des SPE. Peut-être qu'ils avaient des questions. Peut-être que quelque chose avait avancé. Mais quand j'ai ouvert la porte, ce n'était pas elle. Un homme en long manteau tenait une enveloppe épaisse avec mon nom imprimé en gras sur le devant. « Êtes-vous mademoiselle Sarafina Yarrow ?» J'ai hoché la tête, la poitrine serrée. « Vous êtes assignée à comparaître. » Il ne s'est pas attardé, c'est juste retourné et est reparti vers l'ascenseur comme n'importe quel autre mardi. J'ai fermé la porte lentement et j'ai fixé l'enveloppe dans ma main. Son poids n'était pas seulement physique. Il était personnel, légal, réel. Je me suis assise sur le bord du canapé, j'ai décollé le rabat et j'ai sorti les papiers. Intimé, Sarafina Yarrow. Allégation, garde illégale de mineurs. Requérante, Sarafen El Yarrow. Les mots se sont brouillés alors que mes yeux parcouraient le reste. Tribunal de la famille. Audience immédiate. Litige de garde. J'ai eu froid partout. Derrière moi, j'ai entendu les pieds de Lucas en chaussettes traîner sur le parquet. Il a jeté un coup d'œil, ses petites mains serrant sa peluche de dinosaure usé. « On dirait que tu as vu un fantôme », a-t-il murmuré. J'ai essayé de sourire. J'ai échoué. Ce sont des papiers, bébé. Juste quelque chose dont je dois m'occuper. C'est à cause de moi. Ça m'a brisé. J'ai secoué la tête rapidement, clignant des yeux avec force. Non, non, tu n'as rien fait de mal. Certaines personnes ne nous comprennent tout simplement pas encore. Il a hoché la tête lentement comme s'il voulait me croire. Puis il est monté sur le canapé et s'est blotti près de moi, posant sa tête sur mon bras. Nous sommes restés comme ça jusqu'à ce que l'horloge nous fasse passer l'heure du petit déjeuner, et j'ai su que je devais me lever et me battre à nouveau. À midi, nous entrions dans le tribunal de la famille d'Albany. Le bâtiment sentait la vieille peinture et le bois poli, le genre d'endroit où la justice est censée vivre mais se perd trop souvent dans la paperasse. Je portais une robe noire simple et un manteau. Pas de maquillage, pas de bijoux, juste la vérité. Quand nous sommes entrés dans la salle d'audience, Sarafen était déjà assise. Elle avait l'air soignée, ses cheveux bouclés juste comme il faut, un pull bleu doux drapé sur ses épaules comme si elle l'avait emprunté à un film de Lifetime. Son avocat, costume impeccable, voix suave, s'est levé à l'entrée du juge. « Votre honneur, a-t-il commencé, ma cliente est une mère dévouée. Elle a pris la décision difficile de laisser sa sœur s'occuper temporairement de son fils. Mais au lieu de soutien, elle a été confrontée à la trahison. Madame Yarrow a utilisé cet enfant pour lancer une vendetta. J'ai senti mes poings se serrer sur mes côtés. Sarafen s'est tamponné les yeux avec un mouchoir. Pas de maquillage bavé, pas de vraies larmes. Elle a fait dire à Lucas des choses horribles. Elle l'a retourné contre moi. Je n'ai jamais fait de mal à mon fils. Il est juste, sensible. Le juge a jeté un regard vers moi. J'ai croisé son regard, calme, sans ciller. Une femme en tailleur pantalon bleu marine s'est levée de la rangée derrière nous. « Votre honneur, a-t-elle dit, je suis l'avocate de l'enfant désigné par le tribunal dans cette affaire.
Avant de poursuivre ces déclarations, je crois qu'il est impératif que nous examinions un élément fourni au service de protection de l'enfance. Le juge a hoché la tête lentement. Jetons un œil. Un greffier a apporté la clé USB, celle que j'avais remise juste 2 jours plus tôt. Mon estomac s'est noué lorsque l'écran a été installé. Lucas a cherché ma main sous la table. Je l'ai serré fort. Les lumières de la salle d'audience se sont légèrement tamisées, et la vidéo a commencé à jouer. L'image était granuleuse. Horodatage, 2h12 du matin, 24 décembre. La petite voix de Lucas a crépité depuis le haut-parleur. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. S'il vous plaît. Je ne peux pas respirer. On pouvait le voir accroupi près de la fournaise, de la sueur sur son front, les lèvres sèches et gercées, le corps tremblant. Il avait l'air minuscule, fragile, et en arrière-plan, clair et sans équivoque, la voix de Sarafen, fausse, lente, chantant aux douces nuits. La salle s'est figée. Même le bruissement des papiers s'est arrêté. On aurait pu entendre un flocon de neige tomber sur le sol. De l'autre côté de l'allée, Sarafen a soudainement halté. Tu n'étais pas censé avoir ça. Son avocat s'est levé d'un bond. Objection. Cet élément n'était pas. Le juge l'a interrompu. Asseyez-vous. Silence. Puis le juge a tourné son attention vers moi. Mademoiselle Yarrow, vous conserverez la garde temporaire pendant que nous enquêtons davantage. Cette affaire n'est pas résolue, mais cet enfant mérite d'être protégé. Il a frappé avec son marteau. L'audience est levée. À l'extérieur de la salle d'audience, nous nous sommes assis sur un banc froid près des distributeurs automatiques. Mon corps tremblait, non pas de peur, mais de soulagement, comme si quelque chose s'était détendu en moi. Lucas a penché la tête sur mon épaule et a demandé doucement, « C'est fini maintenant ?» Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Ses yeux n'étaient plus pleins de peur. Ils contenaient autre chose. De la confiance. Pas encore, ai-je murmuré. Mais nous ne sommes plus seuls. Ça compte. Nous sommes sortis dans la lumière déclinante de l'après-midi. La neige avait cessé. Tout semblait immobile. Et juste au moment où je pensais que les choses tourneraient en notre faveur, un nouvel email a illuminé mon téléphone. Objet, demande de réponse urgente. Expéditeur, outreach@grascornerchurch.org. Cette nuit-là, alors que Lucas dormait enfin profondément dans la chambre à côté de la mienne, je suis resté sur le canapé, portant toujours le même chemisier que j'avais porté au tribunal. J'avais réchauffé une demi-tasse de café et je regardais fixement la vapeur s'élever quand mon ordinateur portable a sonné avec une nouvelle notification. L'objet du message m'a glacé, je pense que vous devriez entendre ça. Une mère qui n'a pas pu rester silencieuse. Pas de nom d'expéditeur, pas de signature, juste ces 12 mots. J'ai hésité avant de cliquer. Mon curseur planait, ma respiration courte. Après tout ce qui s'était passé aujourd'hui, les larmes de crocodile de Sarafen, la tension du tribunal, Lucas serrant ma main comme un radeau de sauvetage, je n'étais pas sûr d'avoir encore de la force. Mais j'ai cliqué quand même. C'était un fichier audio, d'1 minute et 17 secondes seulement. J'ai branché mes écouteurs et je me suis adossé, le salon sombre à l'exception de la lueur de l'écran. Quand le clip a commencé, la première voix était sans équivoque, Sarafen. Son ton n'était pas doux ou larmoyant comme au tribunal. Il était sec, désinvolte, comme si elle essayait de paraître intelligente devant quelqu'un qu'elle voulait impressionner. Les enfants comme lui ont parfois besoin d'avoir peur, a-t-elle dit. C'est la seule façon pour qu'ils apprennent. Il devient trop mou si on le materne. Il y eut une pause, puis des rires. La voix d'une autre femme, sèche et amusée. Il devrait être reconnaissant, a dit cette voix. Personne ne voulait de lui. Tu lui as donné un toit. Que veut-il d'autre? De la pitié? J'ai mis sur pause. J'ai serré les poings si fort que le fil des écouteurs a failli casser. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, c'était la façon dont elle le disait. Comme si Lucas était un inconvénient. Comme si la douleur était quelque chose qu'il méritait. J'ai fixé l'écran. Le fichier audio clignotait silencieusement, me défiant d'en faire quelque chose. Je me suis levé, j'ai retiré les écouteurs et je suis allé à la fenêtre. Dehors, les rues étaient glissantes de gadou, la lumière orange des lampadaires se reflétant sur les bancs de neige. Le monde semblait immobile, mais à l'intérieur de ma poitrine, ce n'était pas le cas. Pendant longtemps, je suis resté là,
les bras croisés, essayant de me raisonner. Tu as déjà gagné, me suis-je marmonné. Le juge t'a donné la garde temporaire. Pourquoi en rajouter? Une autre voix en moi a ajouté, plus calme, plus cruelle, et si elle le récupère la prochaine fois? Et s'il la croit à nouveau? J'ai pensé aux vacances que nous ne partagerions plus jamais avec le reste de la famille, à Lucas grandissant sans cousin ni fête d'anniversaire, à tous les efforts qu'il faudrait pour tout recommencer à zéro, juste nous deux. Une partie de moi voulait laisser tomber, simplement supprimer le fichier, protéger la paix fragile qui nous restait. Mais j'ai alors entendu un petit bruit derrière moi. Lucas était réveillé, ne pleurant pas, juste silencieux. Je me suis retourné pour le voir assis en tailleur sur le tapis, en train de colorier. Il n'a pas remarqué que je le regardais. Au début, il était concentré, appuyant si fort sur un crayon qu'il s'est cassé. Il a regardé le crayon cassé, puis le dessin. C'était un ange, sauf que les ailes étaient gribouillées en noir épais. Je me suis accroupi lentement à côté de lui. « Et, mon cœur » ai-je dit doucement. « Pourquoi as-tu barré les ailes ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Puis, toujours en regardant le papier, il a dit, « J'ai demandé de l'aide à Dieu. » Je lui ai demandé tous les soirs dans le sous-sol. Je ne pense pas qu'il écoute les enfants comme moi. J'ai eu l'impression que quelque chose s'était brisé en moi. Toute la fatigue, tout le stress du tribunal, toute la maîtrise de soi que j'avais soigneusement maintenue, tout a disparu en un souffle. Je l'ai serré dans mes bras, le tirant contre moi. « Bébé, Dieu entend les briser en premier », ai-je murmuré, les mots sortant d'un endroit profond et enfoui de ma mémoire. C'était quelque chose que notre mère disait quand nous étions petites, à l'époque où la prière ne visait pas à sauver la face mais à espérer. Un espoir réel, fragile. Lucas a levé les yeux vers moi. « Tu crois ?» J'ai hoché la tête, pressant ma joue contre sa tempe. « J'en suis sûr. Et je suis désolé de t'avoir fait penser le contraire. » Nous sommes restés comme ça pendant un moment, ses petites mains emmêlées dans la manche de mon pull. Plus tard, après l'avoir remis au lit, je suis retourné à l'ordinateur portable. Le fichier audio était toujours ouvert à l'écran. J'ai cliqué sur transférer, j'ai tapé l'adresse email des SPE que j'avais dans mes dossiers, j'ai joint l'audio, puis j'ai ajouté une courte note, ce n'était pas la seule fois, et j'en ai fini de maintenir la paix au détriment de la voix d'un enfant. J'ai cliqué sur envoyer. Puis, j'ai ouvert mon journal, celui que je n'avais pas touché depuis des mois. Sur la première page blanche, j'ai écrit « La vérité n'est pas la guerre ». Le silence l'est. Le matin s'est glissé sans permission, terne et gris, son silence rompu seulement par le léger cliquetis d'un couteau étalant de la confiture sur une tartine. J'avais à peine dormi. Après avoir transféré cet email au SPE la nuit précédente, je suis resté assise pendant des heures à regarder mon journal, la voix de Sarafen tournant en boucle dans ma tête. Ce rire creux est suffisant. La façon dont elle a dit, personne ne voulait de lui. Cela me collait à la peau comme de la fumée. Lucas était encore en pyjama, recroquevillé sur le canapé, son chien en peluche niché sous son menton. Ses cheveux étaient en désordre et ses yeux semblaient lointains, comme s'il était ailleurs. Pas ici. Je n'ai pas demandé où. Je l'ai juste laissé être. Alors que je posais sa tartine sur la table et que je prenais la mienne, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai hésité. Puis est venu le deuxième son, un coup ferme à la porte. 2 coups secs. Pas impatient, mais délibéré. Je me suis essuyé les mains sur un torchon et j'ai traversé jusqu'à la porte d'entrée. À travers le Judas, je l'ai vu, Sarafen, dans un manteau de laine écarlate vif avec des boutons en laiton qui semblaient appartenir à un autre siècle. Ses lèvres arboraient ce sourire familier, celui qui signifiait toujours qu'elle avait 5 coups d'avance. À sa gauche se tenait un homme grand et chauve avec une mallette en cuir à la main. À sa droite, un visage que je reconnaissais vaguement d'un des tracts de l'église. Le diacre Grant, je crois, a l'air doux, grisonnant aux tempes. J'ai entrouvert la porte juste assez pour parler. Vous êtes en avance pour le jour du jugement. Sarafen n'a pas bronché. Sarafina, nous sommes ici pour parler avant que cela ne devienne plus dangereux pour toi. J'ai ouvert la porte plus grand. Est-ce une menace? Son avocat a répondu, s'avançant et tendant une enveloppe Kraft. Ceci est une mise en demeure. Avec effet immédiat, vous devez vous abstenir de diffuser de fausses informations qui nuisent à la réputation de Madame Darrow. Toute violation peut entraîner des poursuites judiciaires. Il l'a dit calmement,
comme s'il récitait une liste de courses. Ses lunettes ont glissé un peu sur son nez. Je n'ai pas pris l'enveloppe, je l'ai juste fixée. Le diacre s'est raclé la gorge, se tortillant mal à l'aise. Nous espérons trouver une solution pacifique. Ce genre d'accusations, elles peuvent détruire des vies, des ministères. Parfois, un simple malentendu est déformé. Un malentendu? Ma voix est sortie plus basse que je ne le voulais. Avez-vous écouté le clip? Sarafen s'est légèrement penchée. Tu t'excuseras, tu te rétracteras, et tu promettras de ne plus faire de bruit, ou nous passerons à la vitesse supérieure. C'est ton choix. Je suis resté là, tenant toujours la porte ouverte, la tartine maintenant froide derrière moi, Lucas toujours silencieux dans l'autre pièce. Et pendant un instant, je me suis demandé si ça en valait la peine, si tout cela en valait la peine. J'avais déjà été coupé de ma famille comme on retire le gras de la viande. Peut-être que laisser mourir l'affaire en silence était mieux que de saigner chaque jour. Puis j'ai entendu des pas, de petits pas. Lucas est entré dans le couloir, traînant son chien en peluche par l'oreille. Il a cligné des yeux en voyant les étrangers, puis a tourné son regard vers moi. Il a dit, d'une voix calme mais ferme, je leur ai dit que j'avais peur, et ils ont ri. La pièce s'est figée. Même l'avocat a scié comme s'il ne s'attendait pas à entendre quoi que ce soit d'un enfant. La main de Sarafen a tressailli près des boutons de son manteau. Le diacre a pâli. Lucas a baissé les yeux sur sa peluche et s'est rapproché de moi, posant sa tête contre mon flanc. Je l'ai regardé, et mon souffle s'est coupé. L'ange qu'il avait dessiné la nuit dernière, sans elle, a flashé dans mon esprit. Il les avait barrés comme s'il avait perdu espoir. Mais maintenant, il parlait. Il se tenait debout. Il faisait le premier pas pour récupérer ses ailes. Je me suis agenouillé à côté de lui, écartant une mèche de cheveux de son front. Plus de peur, ai-je dit, assez clairement pour que tout le monde entende. Pas dans cette maison. Les lèvres de Sarafen se sont entr'ouvertes, mais la confiance a quitté ses yeux. Elle a mis la main dans la poche de son manteau et a sorti son téléphone, le soulevant légèrement comme si elle s'apprêtait à enregistrer. C'est alors qu'une autre voix s'est fait entendre. Bonjour, tout le monde, a lancé Madame Carrie depuis le seuil de sa porte, juste en bas du couloir. Elle portait ses pantoufles et un sweatshirt d'université usé, une tasse de thé à la main. Sarafen s'est figée. Carrie a pris une gorgée. Vous feriez mieux de faire très attention à ce que vous dites, Sarafen. Le son voyage dans cet immeuble, et j'ai une bonne mémoire. Je l'ai toujours eu. L'avocat de Sarafen a tourné la tête, l'air maintenant méfiant. Carrie a incliné le menton vers Lucas. J'ai vu ce garçon il y a 2 semaines dans l'escalier. Il avait des bleus sur le bras. Je me souviens avoir pensé, ça ne vient pas d'une chute. Je garde ma bouche fermée la plupart du temps, mais ça? Non. Si vous essayez de traîner ça devant les tribunaux, vous me trouverez assise à la barre des témoins. Le diacre a changé de pied. Madame Carrie, ne tirons pas de conclusions hâtives. Personne ne tire de conclusion, mon cœur, a-t-elle répondu. Je dis juste que j'ai entendu plus que ce que vous voudriez. Le visage de Sarafen s'est durci. Son avocat s'est penché et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Quoi qu'il ait dit, sa mâchoire s'est crispée. Je me suis levé lentement, poussant doucement Lucas derrière moi. J'ai regardé Sarafen dans les yeux. Tu as jusqu'à midi pour retirer cette lettre. Si tu ne le fais pas, je vais voir la presse. J'ai de l'audio. J'ai les SPE. Et maintenant, j'ai des voisins qui n'ont pas peur de parler. Puis j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, et je suis resté là, la main sur la poignée, jusqu'à ce que je les entende s'éloigner. Lucas me fixait. Maman, a-t-il demandé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je me suis penché, je l'ai serré fort dans mes bras et j'ai murmuré en retour, tu as été courageux. Je suis fier de toi. Il n'a rien dit, mais quand je me suis reculé, son dessin de la veille avait réapparu, cette fois posé sur la table d'appoint. Il avait redessiné l'ange. Avec des ailes. Cet après-midi-là, j'étais encore assise sur le bord du canapé, fixant la porte verrouillée. L'écho des talons de Sarafen s'était depuis longtemps estompé dans le couloir, mais l'onde de choc s'accrochait à l'appartement comme l'humidité avant un orage. Je n'avais pas beaucoup bougé, juste assez pour blottir Lucas sous une couverture sur le causeuse. Il s'était endormi en tenant à nouveau son chien en peluche, son pouce reposant près de l'oreille cousue, tout comme il le faisait quand il était tout petit.
J'allais me lever pour réchauffer de la soupe quand mon téléphone a de nouveau vibré. Numéro masqué. Normalement, je l'aurais laissé aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose en moi ne l'a pas fait. Allô? La voix d'une femme a répondu, stable et calme. Bonjour, madame. J'espère que je ne vous dérange pas. Je travaillais au dispatch la nuit du 24 décembre. J'étais celle qui a pris l'appel pour la pizza de votre fils. Je me suis figé. Elle a fait une pause comme si elle connaissait le poids de ce qu'elle disait, puis a ajouté doucement, il y a quelque chose que je pense que vous devriez entendre. Je me suis laissé tomber dans le fauteuil sans répondre. Mes mains sont devenues froides contre les accoudoirs en bois. Nous effectuons des examens de routine des appels d'urgence non traditionnels à des fins de formation, a-t-elle expliqué. Et je n'arrivais pas à me défaire de la façon dont il a dit quelque chose. Quelle partie, ai-je murmuré. Elle a demandé si elle pouvait le rejouer. J'ai hoché la tête instinctivement, bien qu'elle ne puisse pas me voir. Puis l'audio a commencé. C'était la voix de Lucas, petite, chuchotante, comme s'il se cachait sous une table. Elle a dit que l'ange n'a pas d'ailes parce qu'elle les a coupées. L'opératrice a mis la ligne en sourdine. Cette phrase a glacé toute la pièce. Il ne l'a pas dit comme une histoire. Il l'a dit comme une vérité. J'ai agrippé le coussin sous moi. À cet instant, tout autour de moi a ralenti. Le bruit de la rue s'est estompé. Les ombres dans la pièce ont bougé. Et quelque part au fond de mon esprit, chaque fois que Lucas avait dessiné cet ange est revenu en force. Pas d'elle, toujours en pleurs, toujours dans le coin de la page. L'ange sans elle, c'est ce qu'il dessine, ai-je dit à voix haute, plus pour moi-même que pour elle. Encore et encore, dans les coins, sur des serviettes en papier, derrière les devoirs de maths. Il essayait de parler dans le seul langage qu'il avait, a-t-elle dit doucement. J'ai dégluti difficilement. Et je l'ai laissé s'approcher de lui. J'ai laissé cette femme entrer dans sa vie. Je me suis dit que c'était temporaire. Je pensais que si j'étais là aussi, c'était sans danger. L'opératrice n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Son silence en disait assez. Elle savait. Je savais. Je l'ai remerciée, la voix brisée, et j'ai demandé si elle pouvait envoyer le clip officiellement. Elle a promis de le faire, avec l'horodatage et son propre rapport d'incident. Nous avons terminé l'appel, et je suis restée assise là. Lucas a bougé légèrement, toujours endormi. Ses petites mains serraient son bloc de dessin. Je me suis penché et l'ai doucement retiré juste assez pour jeter un œil. Un autre ange. Une autre paire d'ailes brisées. Et soudain, la douleur dans ma poitrine n'était plus seulement du chagrin. C'était de la clarté. J'avais perdu trop de moi à jouer la carte de la politesse, à protéger des gens qui n'avaient jamais, pas une seule fois, protégé mon enfant. Mon téléphone a de nouveau vibré. Je m'attendais à moitié à ce que ce soit l'opératrice. Ce n'était pas le cas. C'était de l'avocat de Sarafène. Objet, dernier avis avant poursuite, garde d'enfant et plainte en diffamation. Je n'ai même pas ouvert la pièce jointe. Je n'en avais pas besoin. Le titre suffisait pour me dire qu'elle mettait le paquet, essayant de prendre Lucas, m'accusant de détresse émotionnelle, se faisant passer pour la partie lésée. Je n'ai pas tremblé. Pas cette fois. Au lieu de cela, je me suis levé, je suis allé à la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai tapé « Dépôt d'urgence », preuve audio, mise en danger de mineur, puis j'ai joint le clip de l'opératrice, les dessins, la liste des témoins, les photos du jour où Lucas avait des bleus que j'avais bêtement attribués à des jeux maladroits. J'ai ajouté la déclaration de Carrie de tout à l'heure, elle avait déjà proposé de soumettre un témoignage notarié. Puis j'ai fixé la ligne A pendant un moment et j'ai transféré le dossier entier à mon avocat. Ensuite, j'ai copié le clip audio seul dans un message et l'ai envoyé directement à Sarafène. J'ai écrit, tu as fait dessiner à Lucas des anges sans ailes. Voyons comment ça passera au tribunal. J'ai appuyé sur envoyer. Puis je me suis tourné vers le salon. Lucas s'était roulé sur le côté, les yeux toujours fermés, mais les sourcils froncés. Je me suis approché, je me suis assise à côté de lui et j'ai doucement remonté la couverture sur son épaule. Il a marmonné quelque chose. Je me suis penché. Tu n'as pas seulement commandé une pizza, ai-je murmuré. Tu as commandé la liberté. Ses yeux se sont ouverts lentement. Tu m'as entendu? Je t'entends maintenant, ai-je dit, ma voix plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des jours.
Il a hoché la tête une fois et s'est blotti plus près. Juste au moment où je me levais pour aller à la cuisine, on a frappé à la porte. Ferme, mesurée. Je l'ai ouverte lentement. Un homme en costume sombre tenait une enveloppe scellée. « Sarafina Monroe ?» a-t-il demandé. « Oui. »« Vous êtes convoqué. Tribunal de la famille, audience d'urgence, demain matin, 9 h. » Il m'a remis les papiers, s'est retourné et a descendu le couloir sans un mot de plus. J'ai fermé la porte, j'ai appuyé mon dos contre elle et j'ai baissé les yeux sur la convocation. La guerre n'était pas finie, mais elle était sur le point de devenir très, très publique. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ajusté l'écharpe autour du cou de Lucas alors que nous sortions dans l'air froid du matin. Le palais de justice se dressait devant nous, gris et stérile. Mais j'ai gardé le dos droit. Il ne s'agissait plus seulement de garde. Il s'agissait de vérité, d'un garçon qui avait pleuré silencieusement pour de l'aide et qui avait enfin été entendu. Lucas a serré ma main fermement alors que nous passions les portes vitrées. Il portait le manteau bleu marine avec les écussons qu'il aimait, celui qui lui donnait l'impression d'être un super-héros. Je ne lui avais pas dit quoi dire, je ne lui avais même pas demandé de parler. Je lui ai juste dit la vérité, qu'aujourd'hui, nous ne nous cachions plus. À l'intérieur, la salle d'audience bourdonnait d'une tension silencieuse. Sarafine était assise au premier rang avec 2 avocats, ses cheveux parfaitement coiffés, son expression illisible. Elle ne nous a pas regardés. Elle n'en avait pas besoin. Ce sourire narquois sur son visage me disait tout. J'ai gardé mon regard droit devant et j'ai trouvé nos sièges. Mon avocat m'a fait un signe de tête, me glissant un dossier. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Ce qui comptait n'était pas sur le papier. C'était assis à côté de moi, balançant ses pieds juste au-dessus du sol, essayant de paraître courageux. J'ai mis la main dans la poche de mon manteau et j'ai senti le bord du dessin d'ange de Lucas, plié, doux à force d'avoir été tenu si souvent. Il est resté là comme une armure. Les ailes qu'il avait ajoutées la nuit dernière étaient maladroites, colorées, trop grandes pour le corps, mais j'avais pleuré en les voyant. Levez-vous tous. Le juge est entré, visage sévère, cheveux clairsemés, lunettes basses sur l'arête de son nez. Il a balayé la pièce du regard une fois avant de prendre son siège. L'audience a commencé. Notre avocat a parlé en premier, puis celui de Sarafine. Elle s'est penchée et a murmuré quelque chose à l'un d'eux, les lèvres bougeant à peine, puis s'est rassise les bras croisés. Je pouvais la voir taper d'un ongle manucuré contre sa tasse de café. Puis sont venus les témoins. L'opératrice du 911 est apparue à l'écran par appel à distance. Elle s'est présentée calmement. Le juge a hoché la tête. Nous avons examiné l'appel d'urgence passé par le mineur, Lucas Monroe, a-t-elle dit clairement, et sur demande, j'aimerais partager une partie spécifique. Un silence a envahi la pièce. Tout le monde s'est penché un peu en avant. Des haut-parleurs est sortie la petite voix de Lucas. Je peux avoir une pizza au pepperoni? Quelques rires étouffés ont parcouru la galerie, mais l'opératrice n'a pas bronché. Puis est venu le murmure. Elle a dit que l'ange n'a pas d'ailes parce qu'elle les a coupées. L'audio s'est terminé. Personne ne riait maintenant. Mon souffle s'est de nouveau coupé, même si je l'avais déjà entendu. J'ai regardé Sarafine. Ses yeux se sont rétrécis, mais son visage était vide. Il l'a dit comme s'il le croyait vraiment, a ajouté l'opératrice. C'est quelque chose que nous ne pouvions pas ignorer. Ensuite, un représentant des services de l'enfance s'est levé. Des préoccupations antérieures avaient été signalées, mais aucune enquête formelle n'a été menée à l'époque. La famille était considérée comme respectable. Mais à la lumière des preuves récentes, nous nous sommes trompés. Cette reconnaissance a eu l'effet d'un coup de tonnerre silencieux. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Le juge a baissé les yeux sur Lucas. « Voudrais-tu dire quelque chose, jeune homme ? Seulement si tu le veux. » J'ai tendu la main vers la sienne. Il m'a regardé, incertain. J'ai hoché la tête. Lucas a glissé du banc, s'est approché lentement du microphone et s'est mis sur la pointe des pieds. L'huissier l'a ajusté pour lui. Il a regardé droit devant lui, vers Sarafine. « Elle m'a fait dormir dans la buanderie », a-t-il dit simplement. « Elle m'a dit que maman ne voulait plus de moi. » Un murmure collectif s'est élevé. Quelqu'un a halté. La voix de Lucas n'a pas vacillé. Elle a dit que les anges ne peuvent pas s'enfuir si on leur coupe les ailes. Il s'est tourné vers moi. Mais maman est venue.
Elle m'a entendu. J'ai senti quelque chose se briser et guérir en moi en même temps. Je n'ai pas pleuré. Je lui ai juste fait un signe de tête. Mon courageux, mon magnifique fils. Le juge a pris une profonde inspiration. Il a tapoté son stylo une fois, puis a regardé la salle d'audience avec une expression que je n'avais pas vue de toute la journée, quelque chose comme une fureur silencieuse. Avec effet immédiat, la garde exclusive est accordée à mademoiselle Sarafina Monroe. Une ordonnance de non-contact est par la présente émise à l'encontre de madame Sarafen Arlin en attendant une enquête plus approfondie. Sarafen s'est levé si vite que sa chaise a grincé. C'est un enfant. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Le juge n'a pas bronché. Il a compris plus que la plupart des adultes ne le feront jamais. Le marteau est tombé comme le tonnerre. L'audience est levée. Alors que je me levais, encore abasourdi, le juge est passé près de moi. Il a ralenti un instant, juste assez pour murmurer, « Ma fille a un jour appelé le 911 après que je l'ai laissée avec ma mère. Je n'ai pas écouté à l'époque, mais j'ai écouté aujourd'hui. Votre fils s'est sauvé lui-même. Et vous ?» Il a continué son chemin sans attendre de réponse. De retour à la maison, Lucas a enlevé ses chaussures en les envoyant valser et a couru dans la cuisine. Je l'ai suivi lentement, digérant encore le poids de tout cela. Il a tendu la main et a décroché le vieux croquis d'ange du réfrigérateur. « Je peux le réparer ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il a attrapé ses crayons de couleur, s'est assis à la table et a commencé à ajouter des ailes. Désordonnées, inégales, vives, mais elles étaient là. Je me suis tenu derrière lui et j'ai enroulé mes bras autour de ses épaules. « Tu as toujours eu des ailes ?» ai-je murmuré. Elles avaient juste besoin d'espace. Plus tard dans la nuit, après qu'il se soit endormi, j'ai ouvert la boîte à souvenirs et j'y ai placé le dépliant de la pizza, celui avec le numéro d'urgence encore entouré en rouge. « Tu n'as pas seulement commandé de la nourriture cette nuit-là ?» ai-je murmuré. « Tu leur as servi la vérité. » L'appartement était calme, juste le bourdonnement du réfrigérateur, la douceur de la lumière du soir entrant par la fenêtre, et la montée et la descente douce de la respiration de mon fils. Parfois, ce sont les voix les plus silencieuses qui brisent les mensonges les plus bruyants. Mon fils n'a pas seulement appelé à l'aide, il a appelé à l'espoir. Et cette fois, le monde a écouté. Avez-vous déjà vu un enfant dire la vérité quand personne d'autre ne le voulait? L'auriez-vous cru ou l'auriez-vous rejeté comme étant l'imagination d'un enfant? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et souvenez-vous, le silence protège les mauvaises personnes. Ne restez pas silencieux quand cela compte.